Bonjour et bienvenue à cette conférence ADEUS 2013 en partenariat avec l'ADEME et l'Agence de développement et d'urbanisme de Mulhouse. Nous sommes dans le cycle 2013 de 3 conférences sur la question énergétique. Celle-ci est la deuxième, pour laquelle nous accueillons Gaëtan Chury, thermodynamicien, ingénieur énergie et explorateur d'outils d'optimisation d'utilisation de l'énergie au service donc des territoires. Directeur du Centre de recherche énergétique et municipale à Martigny, en Suisse, que je salue. Il travaille en recherche-action impliquée, donc si je puis dire, en partenariat avec l'École polytechnique de Lausanne. Pourquoi une conférence sur la transformation énergétique des villes et les outils d'organisation de cette transformation? En 2010, l'ADEUS a identifié les vulnérabilités climatiques de notre territoire comme un risque et peut-être comme une opportunité. Nous avons cherché les façons de ne plus seulement consommer notre Alsace, mais également d'y organiser le renouvellement de nos ressources afin de progressivement faciliter une alliance nature-ville réenchantée. Nous avons commencé à explorer, dans un groupe de travail partenarial, la signification d'une plus grande mise en réseau énergétique des territoires. Nombre de solutions et de bonnes pratiques existantes, y compris allemandes, ont été présentées. L'agence de Mulhouse, avec l'ADEME, a montré par un travail de prospective le besoin conjoint de technologies, d'évolution de comportements individuels, d'organisation par les collectivités pour que les questions énergétiques et écologiques progressent sérieusement. Nous avons ensuite enclenché ce cycle de conférences avec le besoin de faire le point. Beaucoup de questions traitées dont on ne voit plus toujours le rapport entre elles et qui peuvent donner le sentiment que la prise en main de la question énergétique est hors de portée de la plupart d'entre nous. Et maintenant, nous voici, avec Gaëtan Chury, les mains dans le cambouis, car d'une vision systémique qui permet de comprendre comment tout cela s'articule aux solutions de terrain, il y a un peu de chemin. Et nous nous y engagerons ce soir. Nous verrons des solutions pour des territoires urbains, considérant globalement sources et besoins des territoires, facilitant l'émergence de stratégies énergétiques portées par les collectivités, bien sûr sous condition de collecte de données. Il appelle cela planification énergétique. Je vous propose donc sans plus tarder d'écouter notre invité. Qu'est-ce que je vais vous présenter ce soir? Différents éléments. Premièrement, un peu de contexte énergétique et en particulier d'essayer de mieux montrer quel est le rôle des collectivités publiques dans le cadre de ce contexte énergétique mondial et notamment des villes européennes. Ensuite, on va parler un peu de transformation énergétique des villes. Qu'est-ce qui va changer? Difficile pour moi de connaître le background de chacun d'entre vous, donc je vais essayer de survoler un peu ces différentes thématiques pour pas prendre trop de temps, mais enfin quand même de vous expliquer un peu les thèses qui sous-tendent à ces différents discours. Ensuite, on parlera de planification énergétique territoriale des villes, où là, j'irai un peu plus en détail pour vous montrer qu'est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on exploite les résultats de nos calculs, comment est-ce qu'on travaille avec différentes commissions dans des villes, dont notamment des élus, des services de l'urbanisme, des services industriels ou distributeurs d'énergie et autres. Et puis enfin, quelques mots pour terminer en parlant de Smart Cities, puisque comme vous le verrez, c'est effectivement dans ce concept de Smart Cities qu'on va tous pouvoir utiliser sans doute beaucoup plus de données, partager ou non ces données, à savoir qu'il y aura pas mal de problèmes à décider qu'est-ce qu'on pourra partager ou pas, et s'en servir pour avoir une transformation énergétique de nos villes. Premièrement, et je pense que c'est assez intéressant parce que je ne savais absolument pas dans quel bâtiment allait se dérouler cette conférence, j'aime bien toujours le rappeler au départ de ces conférences, l'énergie, un problème de société. Pas de société ou pas d'homme, pas de problème énergétique. On n'a pas de consommation d'énergie en tant que telle en fait dans la nature. C'est nous qui avons décidé d'en consommer et je crois qu'un élément qui est assez important de se rappeler, parce que c'est une dimension sociale qui va sous-tendre aussi à tout ce qu'on fait comme travaux, nous tous dans cette salle, eh bien on a connu, et ça c'est un livre que j'avais ramené d'un voyage en Chine, une explosion démographique au XXe siècle absolument hallucinante. Vous avez ici une courbe qui vous montre quelle est la population mondiale à partir de 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près aujourd'hui. Et c'est surtout cette phrase qui m'a beaucoup parlé, étant moi des sciences de l'ingénieur et puis pas spécialiste en géographie, démographie et autres. Une chose s'est passée au XXIe siècle. On a passé de 1,6 à 6,1 milliards d'êtres humains sur Terre.
Donc l'énergie, c'est un problème de société. Je pense qu'on est dans un bâtiment qui est intéressant de ce point de vue-là. Je crois que Madame Ponce l'a dit aussi tout à l'heure, et c'est un discours qu'on entend de plus en plus partout. Et alors de ce côté-là, je vous avoue être passablement sans réponse et demandeur plutôt de conseils. On n'y arrivera pas sans un espèce de changement de société, sans réussir à inclure avec nous cette société dans les différentes actions qu'on va réaliser pour avoir un avenir un peu plus durable. Quelques chiffres qui sont assez intéressants, puis qui vont peut-être montrer une augmentation un peu moins massive que l'augmentation de la population, mais qui restent, à mon sens, extrêmement intéressants. Si on fait quelques comparaisons au niveau mondial, donc c'est des chiffres qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie, entre qu'est-ce qui était consommé comme énergie primaire en 1973 et puis en 2008, eh bien, on a quelques constats assez intéressants à faire pour démarrer notre conférence. Premièrement, le total double. 35 ans, qui nous conduisent jusqu'en 2008, le total de la consommation d'énergie mondiale double. Donc nous sommes dans une dynamique assez explosive au niveau de nos consommations. Deuxièmement, la part des énergies fossiles diminue d'à peu près 86% à 1,81%. Mais je rappelle que c'est la part et que le total a doublé. Nous avons en 35 ans quasi doublé nos consommations d'énergie fossile au niveau mondial, ce qui n'est pas rien du tout. Ensuite, eh bien, la part combinée du nucléaire et de l'hydro augmente de 2,7 à 8%. Je pense que je n'ai pas besoin de justifier pourquoi est-ce qu'on parle ensemble d'hydro et de nucléaire. Alors, en Suisse, c'est devenu extrêmement difficile à justifier et je vais vous en parler un peu. En France, à mon avis, ça l'est beaucoup moins. On est face à deux technologies de production qui sont très peu chargées en termes d'émissions de CO2 par rapport à d'autres technologies, notamment qui utilisent les énergies fossiles. Et puis, autre petit outlook, mais qui semble intéressant, au-delà de l'énergie d'une manière globale, qu'est-ce qui se passe en termes d'électricité ? Eh bien, premier élément, en 35 ans, le total triple. Ce qui veut dire qu'on a un monde qui est bel et bien en train de s'électrifier. Alors ça passe par différentes choses, on parle de substitution, de mobilité basée sur des énergies fossiles par de la mobilité électrique, hybride ou autre. Bon, remarquez dans l'hybride, si ce n'est pas du plug-in, on ne consomme pas plus d'électricité en tant que tel. On parle aussi de substitution de chauffage à mazout par des pompes à chaleur, mais on parle aussi de toute une série de devices. Puis moi, j'aime bien prendre l'exemple. Alors ce soir, c'était tellement bien organisé que j'en ai pas eu besoin, mais je me balade toujours avec un ordinateur portable, un iPad, un smartphone, etc. Donc on a un nombre de devices qui consomment de l'électricité qui est en train d'exploser dans nos différents pays. La part d'hydrocarbures a diminué de 75 à 67%. Donc on voit qu'on a une diminution aussi grâce à l'augmentation en fait, de production sans CO2, une diminution donc, des émissions de CO2 liées à la production d'électricité au niveau mondial. Et petit élément qui me semble quand même toujours assez intéressant, surtout vu le contexte international, on brûle 3 fois plus de charbon en 2008 qu'en 1973 pour produire de l'électricité. 3 fois plus de charbon pour produire de l'électricité. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut peut-être un peu contextualiser tout ça, c'est-à-dire qu'on a énormément d'usines qui s'ouvrent, notamment en Asie, en Chine, en Inde. Je vous rappelle aussi qu'on a passablement d'usines qui s'ouvrent dans le nord de l'Allemagne parce qu'on a décidé de sortir du nucléaire dans le cadre de décisions politiques. En Suisse, typiquement, on a une partie de nos fournisseurs d'électricité qui ont voulu racheter des parts de centrales à charbon ou à gaz dans le nord de l'Europe, ce qui a causé quelques problèmes, mais enfin ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc on voit quand même qu'au niveau mondial, on a une population qui continue à grandir et on a surtout une explosion de ces consommations d'énergie, si on ne regarde pas que dans nos pays, mais au niveau de la planète en entier. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit agir ? Là-dessus, je pense qu'on n'a pas beaucoup à épiloguer, mais il y a quand même un slide que je voulais vous montrer qui me semblait extrêmement intéressant. Donc on parle souvent de limitation des ressources énergétiques fossiles, fissiles, puis de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourra faire d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, quelles sont ces ressources ? C'est un domaine où on constate qu'on a une connaissance de ces ressources qui est extrêmement variable dans le temps et qui dépend beaucoup des technologies qu'on est capable de mettre en œuvre pour exploiter les ressources. Typiquement, c'est un slide que je reprends de l'EPFL, en particulier de l'Energy Center. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est qu'ils ont calculé à partir des nouvelles réserves de gaz de schiste, donc qui sont exploitables aujourd'hui, combien d'années on serait capable de faire de la production d'électricité en exploitant ces gaz de schiste, les ressources des pays qui sont cités, et avec la consommation d'électricité actuelle. Et comme vous le voyez, pour les USA, on pourrait les alimenter 32 ans d'électricité, pour la Pologne 194 ans. Alors, loin de moi l'idée que c'est ce qu'il faut faire. Vraiment très loin de moi l'idée que c'est ce qu'il faut faire. C'est juste pour vous dire que cet argument d'épuisement des ressources fossiles et fissiles, c'est un argument relativement difficile à utiliser, dans le sens où vraiment c'est quelque chose de passablement oscillant au fur et à mesure de nos découvertes technologiques, de nouveaux gisements, etc. Mais ça ne change pas qu'un jour ou l'autre, ces ressources, eh bien, elles sont épuisables et on n'en aura plus, que je ne crois pas qu'on a besoin d'épiloguer très longuement sur l'effet de nos activités industrielles quant au climat. Et là, il
Il y a encore un peu de polémique dans le monde universitaire, peut-être que certains d'entre vous en font partie. Moi, j'aime toujours bien prendre un exemple extrêmement pragmatique, c'est mon côté mécanicien au départ. Si vous prenez une cloche en verre, que vous la mettez au soleil, que vous mesurez la température et que vous changez la concentration de gaz à effet de serre, ça aura une influence certaine. Donc, posez-vous pas trop de questions non plus. Peut-être qu'il y a des cycles solaires, qu'il y a d'autres choses. Enfin, les bases de la physique, vous les connaissez. Vous savez aussi qu'il y a certains éléments qu'on peut essayer de faire pour éviter ce genre de problème dans le futur. Puis dernier élément, mais c'est aussi last but not least, parce que c'est ce qui va sous-tendre toutes les activités qu'on va faire en termes d'efficacité énergétique, de production et autres, il y a aussi cette sécurité vis-à-vis de l'approvisionnement en énergie. Et puis là, j'aime bien aussi rappeler les deux discours quasi philosophiques qui s'opposent quant à la sécurité ou au risque plutôt économique et international. Vous avez une partie des gens qui vous diront que personne n'achètera jamais la dernière goutte de pétrole parce qu'elle sera trop chère. Et puis l'autre partie des gens vous diront si, elle brûlera dans un rafale. Alors difficile pour moi de vous dire laquelle de ces deux pistes sera suivie. Pour le moins, le jour où nos économies ne peuvent plus tourner, nos maisons ne peuvent plus être chauffées parce qu'on n'est plus capable d'approvisionner nos pays, on aura de très graves problèmes politiques. Et je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de l'avance parce que j'ai un jour un ami qui était actif dans le milieu du pétrole qui me disait qu'il y avait des renversements dans les tendances où on pensait qu'on aurait touché le peak oil d'ici 5-10 ans. Et ma réponse était vraiment, nous, on n'est pas prêts. Donc, avec peut-être d'autres solutions, on bénéficie d'un peu plus de temps. Toujours est-il que je ne crois pas qu'on doit attendre d'être vraiment pris au coup pour prendre le taureau par les cornes et puis agir. Alors maintenant, une petite parenthèse, mais qui me semble extrêmement importante pour tout l'exposé, c'est de parler un peu du nouveau contexte suisse, parce que ça va vous permettre aussi de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on travaille tant à l'échelle du territoire en Suisse, peut-être aussi de voir est-ce que ça s'applique chez vous vis-à-vis de votre politique énergétique nationale. Donc pour ce contexte politique et énergétique suisse, eh bien, différents éléments. Suite à la catastrophe de Fukushima, nos autorités, donc le Conseil fédéral, puis ensuite les chambres, le législatif au niveau de la Confédération, ont décidé d'abandonner la technologie nucléaire. Alors vous me direz, c'est une petite décision pour un petit pays, n'empêche, ça représente quand même 40% de notre approvisionnement en électricité. L'Allemagne a pris une telle décision, ils ont beaucoup plus de réacteurs que nous, mais ça représente, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose de l'ordre de 25% à peu près de leur approvisionnement en électricité. Comment est-ce qu'elle s'explique cette décision ou comment est-ce qu'elle va être mise en œuvre ? Premièrement, eh bien, on a décidé que les centrales actuelles seraient arrêtées à leur fin de vie, ce qui veut dire à peu près 2020 pour les 3 premiers réacteurs et 2035 pour les 2 derniers. Qu'aucune nouvelle centrale nucléaire ne serait reconstruite en Suisse. Et puis un autre élément qui est assez intéressant, c'est que la Confédération a décidé, malgré cette décision, de conserver ses objectifs liés aux émissions de CO2. C'est-à-dire de diminuer de 9 tonnes émises de CO2 par personne et par an à 1 à 1,5 tonnes de CO2 par personne et par an d'ici 2050. Donc ce qui est sûr, c'est que pour des gens comme moi, ça représente une quantité de travail absolument gigantesque. Donc ça, c'est, je dirais, plutôt une bonne nouvelle pour tous les gens de la recherche qui sont actifs en Suisse, aussi pour les collectivités, mais surtout en sachant en plus que d'autres pays ont pris ce genre de décision. Et puis ce qui sera probablement difficile d'ici 2035, c'est de trouver les pays qui seront d'accord d'exporter de l'énergie au moment où nous en aurons besoin, et on en parlera un petit peu. Eh bien, ça représente un gigantesque challenge pour la Suisse, probablement aussi un grand défi. Moi, je dirais que, connaissant les échéances, ça me semble être en tout cas le bon moment maintenant pour nous pencher sur la question, pour tout mettre en œuvre pour essayer de ne plus avoir besoin de cette technologie nucléaire. Si en 2020, on constate que c'est parfaitement impossible, il nous restera toujours un peu de temps pour nous retourner avec des solutions provisoires. Donc, je dirais, chez nous, on connaît vraiment, d'une part, un grand débat, d'autre part, une grande passion autour de cette thématique pour trouver des solutions. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Et là, j'essaie de ne pas trop dériver de ma conférence, mais vous verrez, ça a une très grande importance vis-à-vis des collectivités locales et du territoire. Donc là, vous avez un slide qui vous montre quel est l'approvisionnement en électricité, enfin le parc de production suisse en électricité, avec ici nos 56% d'hydraulique en 2012, ici nos 40% de nucléaire, ensuite on a 4% de autres, donc c'est un peu d'énergie renouvelable avec des usines d'incinération des ordures, avec une partie de PV qui est naissante, etc., avec aussi des centrales à gaz. Et puis ici, vous avez les contrats à long terme d'import qu'on a, notamment avec la France, qui nous permettent d'avoir un approvisionnement avec des prix relativement bas, parce qu'on a des contrats à long terme avec l'industrie française, notamment l'industrie nucléaire. Puis comme vous le voyez, différentes choses vont se passer ces prochaines années. Premièrement, on va éteindre nos réacteurs nucléaires, donc en principe ce sera 2020, 2035, et puis là, enfin le dernier en 2035. Deuxièmement, on va arriver à échéance de ces contrats à long terme avec la France, à savoir qu'ils sont quasi hors la loi vu la nouvelle régulation européenne. Puis troisièmement,
Eh bien, en considérant qu'on va essayer de stabiliser la consommation d'électricité, il y a même un espoir de la diminuer quelque peu à la fin pour revenir à peu près à la consommation d'aujourd'hui, eh bien, on va se retrouver avec un gigantesque manque à combler entre ce qu'on va consommer et puis qu'est-ce qu'on sera capable de produire. Donc, comment est-ce que la Confédération nous propose de pouvoir pallier à ce besoin? C'est là que ça devient assez intéressant. Premièrement, eh bien, on va faire des nouvelles centrales à gaz, en tout cas pour une période transitoire, donc avant d'avoir développé suffisamment de renouvelables. Ça, c'est des grosses centrales du type Combined Cycle Gas Turbine, donc qui font quelques centaines de mégawatts. On projette d'en faire entre 2 et 5 en Suisse, mais enfin, il faut encore que ça passe politiquement et on a toute la gauche qui est contre ce genre de machine. Ensuite, on veut faire des centrales couplage chaleur-force décentralisées dans les villes, donc qui seront connectées typiquement à des réseaux de chaleur urbains, ce qui leur permet d'avoir une bien meilleure efficacité en termes de deuxième principe de la thermodynamique. Et puis enfin, de développer de nouvelles centrales hydrauliques. Alors là-dessus, moi j'ai quelques doutes dans le sens où les Suisses travaillent vraiment depuis extrêmement longtemps sur cette thématique de l'énergie hydroélectrique et je ne suis pas certain qu'il y ait encore ce potentiel qu'on va pouvoir turbiner dans les années futures pour produire de l'électricité. Ça risque aussi de nous faire beaucoup de problèmes en termes de compétition d'usage, notamment quant à la pêche, la protection du paysage et autres. Et enfin, last but not least, ça sera presque la fin de cette introduction, eh bien, on veut passer d'à peu près 0,6 TWh pour l'année 2012 à 22,4 TWh de nouvelles énergies renouvelables. Solaire photovoltaïque, géothermie profonde, éolien, toutes des énergies qui sont extrêmement ancrées dans le territoire, qui vont exiger probablement d'avoir des rediscussions autour des plans d'affectation des différentes collectivités publiques pour dézoner certains terrains pour pouvoir y implanter des éoliennes, qui vont exiger de pouvoir mettre en place des réglementations spécifiques dans les villes pour savoir où on voudra développer du PV ou non. Donc vraiment une nouvelle production très décentralisée, très liée aux collectivités locales. Et c'est pour ça que ça me semblait intéressant de vous faire cette introduction quant à notre politique énergétique suisse. Donc voilà, maintenant, si on parle de collectivité locale et d'énergie, eh bien, pourquoi est-ce que nous, on se pose cette question de futur énergétique alors que c'est plutôt un débat national en général? Pourquoi est-ce que nous, on la traite au niveau des collectivités locales? Principalement pour 4 raisons. Premièrement, on sait aujourd'hui, et c'est donc les paroles de Madame Marie Donnelly, qui est directrice pour tout ce qui est nouvelle énergie renouvelable et efficacité énergétique auprès de l'Union, eh bien, on considère aujourd'hui qu'à peu près 3/4 de l'énergie est consommée dans les villes et agglomérations, et 3/4 des émissions de CO2 proviennent des villes et agglomérations. Donc on a là aussi un bras de levier assez énorme pour faire des actions d'efficacité énergétique. Deuxièmement, eh bien, on sait que cette part de consommation dans les villes va très probablement augmenter, puisque nous sommes dans un monde qui a une tendance à s'urbaniser, avec une population qui est devenue au niveau mondial plus urbaine que rurale, à peu près à partir de 2005-2006, et c'est une tendance qui est en train de s'accroître pour ces prochaines années. Troisièmement, eh bien, si on va vers une décentralisation du système de production, ça veut dire aussi beaucoup plus d'implication des collectivités locales qui vont, comme je vous l'ai dit, devoir décider là où elles vont permettre de mettre des éoliennes, du PV, là où elles vont faire des réseaux de chaleur qui permettront de coexploiter des rejets thermiques d'une installation de production, mais vraiment un très fort ancrage dans le territoire et auprès des collectivités locales. Puis quatrièmement, alors pour la France, c'est probablement un peu plus compliqué pour moi parce qu'on n'a pas vraiment le même système politique et notamment en termes de compétences. Mais enfin, en tout cas, en Suisse, il y a d'énormes compétences des collectivités locales dans le domaine de l'énergie. En termes de réglementation pour le bâti, en termes de possibilités d'action, de subventions, en termes de planification énergétique territoriale avec des réglementations spécifiques, je vous en parlerai un peu. Mais je dirais, on voit que pour ces 4 raisons-là, les villes vont jouer un gigantesque rôle dans ce débat énergétique dans le futur. Et là, je crois que bien heureusement pour moi, vu la quantité de personnes que vous êtes là-devant, on n'est pas du tout les seuls à le dire. Si vous connaissez, la Commission européenne a sorti une initiative qui s'appelle la Convention des maires, dans laquelle les élus des collectivités locales signent directement avec la Commission européenne une convention, et dans laquelle ces élus des collectivités locales s'engagent à diminuer de 20% leurs émissions de CO2. Et là, l'élément qui est extrêmement important pour ma part, c'est que c'est déjà une gigantesque innovation institutionnelle. C'est la première fois que l'Union européenne accepte de signer une convention avec un gouvernement local en court-circuitant les États. Et ça, c'est aussi quelque part un aveu de la part de l'Union de nous dire les villes joueront un rôle, on sait qu'elles doivent jouer ce rôle, qu'elles doivent prendre cette problématique en main, et on va signer directement avec elles. Alors, il y a un petit bémol à ce que je suis en train de dire. Dans le cadre de l'Union européenne, donc les objectifs sont bel et bien le 3 x 20, 20% de CO2 en moins, 20% d'efficacité énergétique en plus et au moins 20% d'énergie renouvelable. Dans le cadre de la Convention des maires, les élus des maires s'engagent à n'atteindre que le but des moins 20% de CO2. Et ça, c'est d'après les informations que j'ai, simplement parce que les États n'auraient pas accepté que la Commission signe avec des collectivités locales une problématique du type énergie. Donc, je dirais, il y a encore un bout de chemin à faire, mais on voit quand même qu'on s'approche en tout cas, puisque finalement, émissions de CO2, consommation d'énergie sont intimement liées.
Il y a d'autres objectifs qui existent. Je le cite juste comme ça parce que c'est un objectif qu'on a en Suisse puis qu'on poursuit avec différentes collectivités. C'est un objectif de société à 2000 watts. Et puis, il est assez intéressant dans le sens où il part d'une vision très humaniste. L'énergie est un problème de société. C'était le Conseil des écoles polytechniques fédérales qui avait regardé en 2005 quelle était la consommation moyenne d'énergie par habitant de la Terre. Et puis, leur vision durable, c'était de se dire qu'il faudrait qu'on arrive à consommation équivalente à donner un accès équitable à toutes les personnes de la Terre à l'énergie. Ce qui veut dire typiquement pour la Suisse passer de 6300 watts par personne à 2000 watts et puis de donner beaucoup plus accès à l'énergie pour d'autres pays, l'Afrique, le Bangladesh et autres. On en parlait aujourd'hui. Les USA sont à un peu plus de 12 000, on les connaît bien, mais les Émirats arabes unis sont à un peu plus de 24 000. Donc il y a du boulot un petit peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. En même temps, nous, on est au même niveau que l'Europe, donc je crois qu'on a beaucoup de travail aussi à faire dans nos collectivités. Voilà pour cette introduction qui voulait vous montrer un peu pourquoi est-ce qu'on traite cette problématique à l'échelle des collectivités locales. Maintenant, ce qui me semblait assez important, c'était aussi de vous montrer, eh bien, de notre point de vue, OK, les villes ont un rôle à jouer, on s'engage sur différents objectifs. Nous, avec notre centre de recherche, on a fait signer 11 collectivités suisses la Convention des maires dans le cadre d'un projet. Et puis, je dirais que la question qui nous était toujours posée par la suite, c'est « OK, on veut bien, mais comment ?» Et là, ça me paraît assez intéressant de vous donner un peu la vision qu'on a pour pouvoir aller dans cette direction du 3x20, de la société à 2000 watts et autres à l'échelle des villes. Et j'ai repris en fait le nom d'un projet européen qu'on a soumis mais qui n'a pas passé, à mon sens, pour d'excellentes raisons, mais je m'en suis rendu compte malheureusement un peu tard. Donc un projet qui s'appelait Destination. Alors là-dedans, je vais vous montrer un peu les 4 grands piliers qui vont nous permettre de transformer la ville, en essayant de vous expliquer aussi quels seront les grands challenges, notamment au niveau de la recherche. Et puis ensuite, on pourra en discuter. Je vous parlerai d'abord bien sûr de planification énergétique, et ensuite on pourra rediscuter de tout ça. Premier élément, si on veut faire une ville plus durable, atteindre un objectif type 2000 watts 2050, je ne sais même pas pourquoi je passe du temps là-dessus, diminuer les consommations partout là où c'est possible. C'est un thème qu'on devrait presque plus présenter tellement tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas pour rien que j'ai mis des bâtiments d'habitation, des industries, du transport public, c'est des projets qu'on a vus en Suisse. C'est pas pour rien non plus que je vous ai mis des bâtiments en bois. Aujourd'hui, si on regarde vraiment sur le neuf, on a fait quelques projets notamment avec la ville de Lausanne. Vous trouverez une quantité de documents extraordinaires sur lausanne.ch/écoquartier à ce sujet. Mais en gros, pour faire très bref, typiquement sur cet écoquartier lausannois, c'est pas celui-là d'ailleurs, mais enfin sur l'écoquartier lausannois sur lequel on a travaillé, on consommait plus d'énergie pour la construire les bâtiments que ce que les bâtiments allaient utiliser comme énergie durant toute leur durée de vie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez construire vraiment de manière efficace, vous devez faire attention à tout ce que vous faites. Quels matériaux vous utilisez pour construire le bâtiment, quel type d'isolation, quel système de chauffage, comment ça s'intègre dans un voisinage, tout devient extrêmement important vu à quel point on est capable d'optimiser les systèmes. Et ça, c'est un système que je trouve excellent parce qu'il permet de manière très pragmatique de dire à quel point on peut optimiser un système. C'est le Forum Chris Bach, qui est le bâtiment de Léa Wag. C'est une espèce de spin-off de l'école polytechnique de Zurich qui se charge de tout ce qui est eau. Puis ils ont décidé de faire ce bâtiment qui devait ne pas consommer d'énergie pour faire le chauffage. Donc ils ont bien sûr toutes les surfaces vitrées pour profiter des gains thermiques. Ils ont aussi là-dedans toute une série d'ordinateurs qui font des gains thermiques internes et autres. En gros, ils s'en sortent très bien. Donc ils ont une population du bâtiment qui est très satisfaite du confort, sauf pendant les vacances de Noël. Parce qu'en fait, pendant les vacances de Noël, ils travaillent avec un effectif de l'ordre de 20% de l'effectif global, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment de gains internes et le bâtiment descend à 17, 16 degrés, rarement au-dessous de 17. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, du point de vue technologique, on est vraiment capable assez facilement, mettons des guillemets à facilement, à faire des systèmes extrêmement efficaces. Deuxième élément sur l'efficacité énergétique, qui est le message phare qu'on doit retenir tous ensemble si on parle d'efficacité énergétique. Ce slide, il est extrêmement intéressant. Il vous donne, c'est une statistique pour le canton de Zurich, puis je n'avais pas de données pour la Suisse, mais je crois que ça en existe maintenant. Quelle est la surface construite par période de construction en millions de mètres carrés? Puis on voit donc que là, on a cette surface-là de millions de mètres carrés qui a été construite avant 1920, avec un indice de dépense d'énergie pour le chauffage de l'ordre de 700, et puis on est en mégajoules mètre carré par an. Puis ensuite, on a les différentes époques de construction qui évoluent. On voit qu'à un moment donné, on a eu encore une augmentation de consommation d'énergie spécifique dans les années 70. Et puis en Suisse, première introduction de normes au travers des normes de Société des ingénieurs et architectes. Et on commence à descendre par escalier puisqu'on n'avait plus le droit de construire en dessous de ces valeurs. Et puis maintenant, il n'y a pas la suite sur ce schéma, je devrais le mettre à jour. On est quasi au standard Minergie pour les nouvelles constructions. Deux conclusions importantes. Premièrement, on a vécu une révolution dans le domaine du bâtiment. En 15 ans, on a complètement repensé la façon de les construire. On est capable de construire des bâtiments qui consomment 8-10 fois moins que ce qu'on consommait il y a encore 15 ans. Donc on a vécu une révolution. Deuxième élément extrêmement important, et je vais même m'approcher du slide, si aujourd'hui,
vous décidez en tant qu'autorité publique de dire dorénavant pour le 1,5% de rénovation de bâtiments qu'on a en Suisse, on ne veut plus être au standard énergie, on veut être 10% meilleur. La consommation d'énergie du parc bâti suisse, c'est l'intégrale sous tout ce que vous voyez ici. Si on gagne 10% de 1,5% de renouvellement, vous allez économiser cette quantité d'énergie ici. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut impérativement le faire. Peut-être même qu'on doit faire tous les bâtiments, enfin qu'on doit prévoir que tous les bâtiments ne consomment plus d'énergie. Mais notre problème est dans l'existant. On a un gigantesque problème, nous, villes, à pouvoir gérer ce parc de bâtiments existants qui sont extrêmement énergivores et qu'on va devoir rénover. On n'aura pas le choix de le faire si on veut vraiment pouvoir atteindre des performances énergétiques globales meilleures à l'échelle des collectivités. Premier pilier, diminuer les consommations d'énergie. Deuxième pilier, on doit essayer de passer d'un mode où nos bâtiments, nos quartiers, j'ose jamais dire nos villes, donc je ne le dirai pas, doivent passer du statut d'importateur de tout, biens et services, énergie, eau, information, au statut d'exportateur d'autant de choses que possible. Notamment, et c'est un peu la théorie de l'économiste américain que vous connaissez sans doute, Jeremy Rifkin, c'est un peu la grande mutation ou transformation qu'on a connue dans le domaine des télécoms, puisqu'il y a encore quelques années, tout ce qu'on recevait chez nous, c'était un câble télé qui nous diffusait quelques émissions. Aujourd'hui, on est passé à un ère en fait, où notamment on vit sur le web 2.0. On a toute une série d'informations qui viennent plutôt du local pour être distribuées, pour créer de l'échange et autres. On connaît aussi d'autres expériences où il y avait, peut-être vous avez connu ça il y a une dizaine d'années, la NASA qui vous proposait d'utiliser votre CPU quand vous ne l'utilisez pas, votre ordinateur, puis ils mettaient en réseau toute une série de CPU pour faire des super calculs. Alors je pense qu'ils sont probablement un peu moins performants que les super data centers qu'on monte aujourd'hui, mais enfin c'était de montrer qu'en réunissant toute une série de productions locales, d'informations, d'utilisation de CPU, en les mettant en réseau, avec un réseau fort, et puis bien sûr dans le sens informatique avec des disques durs qui nous permettent de stocker de l'information, ce qui a une très grande importance dans le domaine de l'énergie, eh bien, on a pu avoir un système qui, de manière distribuée, était autant performant qu'un système qui était au départ centralisé. Et ça, eh bien, ça marche très bien dans certains pays au niveau de l'énergie. Pour d'autres pays, on a encore un peu de boulot à faire, la Suisse aussi d'ailleurs. Ici, vous avez une image du Danemark qui a montré sur cette carte son système de production. Sauf erreur de ma part, ils avaient genre une dizaine d'usines encore en 1990. Ils se sont dit qu'ils souhaitaient en fait être beaucoup plus efficaces du point de vue énergétique pour pouvoir exporter plus de richesses en termes de gaz naturel, puisqu'ils ont des gros gisements. Et ils ont totalement décentralisé leur système. Ils sont à plus de 2000 centrales de production d'électricité. Tous les points orange, ce sont des couplages chaleur-force décentralisés. Les points rouges, ce sont des gros couplages chaleur-force du type CCGT. Il y a toute une série d'éoliennes et autres. Enfin, ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'on a un système déjà bien décentralisé qui fonctionne très bien. Deuxième élément, eh bien, c'est clair qu'on voit aussi dans nos contrées, ça c'est un projet qu'on a, qu'on a réalisé sur la région de Martigny, on a une réelle explosion aujourd'hui des projets de photovoltaïque. Alors en Suisse, c'est assez impressionnant, et je vais aussi vous le montrer en termes de chiffres juste après, parce que moi j'ai connu, je sortais des études de l'EPFL avec un diplôme d'ingénieur thermodynamicien, puis en gros tout le monde disait, mais le PV c'est un peu pour faire les cacahuètes, puis on ne va pas s'en sortir avec ça. Aujourd'hui, quand on commence à poser des chiffres, à analyser vraiment les disponibilités en termes de toiture, les compétitivités qu'on peut avoir d'usage sur ces toitures et autres, je suis assez convaincu qu'en tout cas dans un pays comme la Suisse, le PV va jouer un rôle énorme. Ce qui était le frein principal jusqu'à maintenant, c'était le prix. On a connu des prix qui ont chuté quasi d'un facteur 5 en 6-7 ans en Suisse. Aujourd'hui, les projets explosent systématiquement partout là où il y a des grands toits. C'est assez impressionnant. Et là, je vous mets quelques autres chiffres qui sont assez intéressants. Donc, on a fait un travail pour un district de 11 communes. Ça doit être une population de l'ordre de 90 000 habitants, donc un petit district, mais avec un grand territoire et beaucoup de richesses énergétiques, où on s'est amusé à voir, sous demande en fait des présidents de chacune de ces communes, eh bien, quelles étaient les productions actuelles d'énergie renouvelable dans le domaine du solaire photovoltaïque. Ça, c'est donc le domaine de l'éolien et puis là, de l'hydraulique, au regard des consommations. De voir ensuite qu'est-ce qui était projeté, si on arrive à construire toutes les éoliennes qu'on souhaite sur notre territoire, à savoir qu'on a le financement, on a les machines quasi, mais on n'a pas l'acceptance des populations, et donc on est beaucoup limité pour des raisons de recours de différentes organisations. Mais enfin, on a projeté 8 gigawattheures de solaire, 55 d'éolien, puis 35 de mini-hydraulique. Puis ensuite, on s'est amusé à regarder aussi, quel est le potentiel qu'on a sur ce territoire, et est-ce qu'on arriverait à une situation... J'aime pas beaucoup le nom d'autonomie dans le sens où on va toujours échanger avec les réseaux parce qu'on va pas forcément produire quand on en a besoin, mais une situation où chaque année on arrive à produire autant d'électricité que ce qu'on en consomme à l'échelle de notre territoire. Et comme vous pouvez le voir, en fait, avec un déploiement assez massif du PV, on arriverait en fait quasi à la consommation actuelle d'électricité de ce district, uniquement avec des productions locales ancrées dans le territoire. Et là où c'est vraiment important de vous donner une information, c'était un des premiers calculs que j'ai demandé de faire à mon équipe, qu'est-ce que ça représente en termes de toit ? Et là, ça devient assez intéressant. Donc, sur le district, on a quelque chose comme 3 ou 4 000 bâtiments. Je crois que c'est proche de 4 000. Si on veut faire ces 108 GVH, on doit équiper 329
bâtiments sur à peu près ces 4000, donc moins de 10%. Mais bien sûr, on a fait une analyse à partir de systèmes d'information territoriales pour cibler quels sont tous les toits qui sont les plus grands, comment est faite leur orientation et comment est-ce qu'on arrive à produire, à maximiser cette production. Mais c'est pour vous dire que même si on couvrait les 103 bâtiments qui ont les plus grands toits de ce district-là, on arriverait à produire 61 GVH par an pour une région qu'on consomme 261. Donc il y a vraiment de très grandes chances pour que le PV soit une des solutions pour notre avenir. Et là, ça induit un autre problème. C'est que même si on a des bâtiments qui deviennent aussi efficaces que possible et qu'on produit de l'énergie partout là où on peut produire de l'énergie, c'est absolument pas dit, bien au contraire, qu'on va pouvoir produire cette énergie au moment où on en a besoin. Et donc survient bien sûr le problème du stockage, du foisonnement, de l'échange. Et là, il y a quelques informations qui sont intéressantes à donner. C'est aussi des choses que vous savez sans doute, mais moi j'aime bien mettre des chiffres parce que ça donne les ordres de grandeur. Le parc nucléaire suisse, la totalité, en fait, la capacité en termes de puissance de notre parc nucléaire, c'est 3278 MW. La totalité du parc de production solaire photovoltaïque allemand, une échelle différente, on est dans un pays beaucoup plus grand, en 2012, en 2011, c'était proche de 22 gigawatts. Donc on a 7 fois plus de puissance de production d'électricité avec le parc photovoltaïque allemand qu'avec le parc nucléaire suisse. N'empêche que vu que le solaire ne produit que quand il est là et que le nucléaire, on peut l'exploiter 8000 et quelques heures par année quand on ne fait pas de maintenance, le parc nucléaire suisse avec ses 3000 MW, plutôt 3 gigawatts de puissance, produit 25 TWh par an. Le parc solaire photovoltaïque allemand produit environ 20 TWh par an. Donc ce qui veut dire moins d'énergie avec 7 fois plus de puissance. Donc on est face à une ressource, c'est clair, qu'on a besoin d'installer de manière assez massive pour produire de l'énergie. Et surtout, et c'est là que le système se complique passablement, eh bien, avec une énergie qui va produire quand on a de la disponibilité de soleil. Et là, il va falloir qu'on trouve toute une série de solutions de manière à garantir que si on produit trop d'énergie sur des réseaux basse tension avec du solaire photovoltaïque, sur des réseaux moyenne tension avec des grandes éoliennes et autres, eh bien, on soit capable, d'une part, bien sûr, de les collecter au réseau de manière à les transporter là où on a des consommateurs qui ont besoin d'énergie sur le moment, et d'autre part, de pouvoir stocker cette énergie quand on n'a pas de consommation suffisante pour pouvoir évacuer la totalité de cette énergie de nos réseaux. Alors là, il y a toute une série de grandes questions qui s'ouvrent, c'est clair. Vous connaissez, je pense, le monde de l'électricité, mais je trouve que ce slide est toujours intéressant. C'est une statistique de notre Office fédéral de l'énergie qui vous montre l'évolution de l'appel de puissance du réseau suisse heure par heure dans l'année. Et vous avez en fait ici les différents mois de l'année, puis ils ont modélisé ça avec les 365 jours, puis ici les 24 heures de la journée. Et on voit donc que typiquement en Suisse, on consomme plus d'électricité en hiver qu'en été, notamment parce qu'on est un pays qui chauffe plus, aussi en partie avec de l'électrique qu'on fait de la climatisation. On voit les appels de puissance maximum qui sont sur les midis, aussi en fin d'après-midi, etc. Enfin, pour moi, l'important là-dedans, c'est qu'on a un réseau, que si on perd la fréquence en tout temps de ce réseau, s'éteint, donc on a un blackout, et qui est extrêmement variable au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des différents jours dans l'année. Alors, ajoutez à ça du PV en masse qui produit quand il y a du soleil, de l'éolien qui produit quand il y a du vent, avec des appels de puissance qu'on connaît sur l'Allemagne qui sont absolument gigantesques, et ça devient quasi ingérable. Donc là, je pense qu'on a un vrai problème au niveau technologique et scientifique à résoudre. On connaît plusieurs moyens de gérer ce type de système. Donc typiquement, là, je vous mets une installation qu'on est en train de construire. C'est un projet qui pèse à peu près 2 milliards de francs suisses. Je vous laisse faire l'échange avec 1,2 entre l'euro et puis le franc suisse, où on construit une station de pompage-turbinage en altitude, un peu au-dessus de Martigny, où on a notre centre de recherche, de 900 MW de turbinage et de 900 MW de pompage. Ce qui veut dire qu'en gros, on aura cette machine qui va faire des échanges d'eau entre l'ancien barrage des Mossons et le nouveau barrage des Mossons pour que dès qu'on a le réseau qui a trop d'énergie, on puisse pomper de l'eau et la stocker de manière mécanique. Dès qu'on n'a pas suffisamment d'énergie, on va turbiner cette eau, la faire redescendre et produire de l'électricité. Mais là, il y a déjà un petit truc que j'aimerais vous dire, que les gens oublient souvent de dire, et c'est quelque chose que j'avais quasi pas le droit de dire jusqu'à avant-hier, puisque mon président actuel vient d'être en retraite de la société qui fait cet ouvrage. Un ouvrage tel que Nantes de Drance est un consommateur d'énergie. C'est un producteur de puissance qui va nous permettre de gérer les réseaux, mais c'est un consommateur d'énergie. On n'a pas prévu un système où on va faire de nouvelles amenées d'eau dans un barrage qui va s'écouler de manière naturelle. On a un système dans lequel on a de l'eau en bas. Quand on a trop d'énergie, on la pompe avec un rendement de pompe de l'ordre de 80-85%. Quand on n'a pas assez d'énergie, on la turbine avec un rendement de turbine de l'ordre de 95%. Ce qui veut dire que si vous augmentez ce nombre d'installations en Suisse, vous augmentez la consommation d'électricité annuelle. C'est un producteur de puissance, c'est un consommateur d'énergie. Alors, loin de moi l'idée que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si on veut déployer massivement du PV, si on veut déployer massivement de l'éolien ou tout ce genre d'énergie, si vous couplez ces différences d'appel de puissance, plutôt de production,
avec ces différences d'appels de puissance, on aura besoin de ce genre de machines. Sinon, on ne sera pas capable de tenir nos réseaux. On aura besoin de grosses centrales, on aura besoin de ce genre d'ouvrages. Mais n'oubliez pas que ce sont des consommateurs d'énergie. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toute une partie de la science qui s'intéresse maintenant très fortement à tout ce qui est smart grid. Et là, j'ai un autre chiffre à vous citer parce qu'il me paraît aussi assez intéressant. On a mené plusieurs projets avec les FMB, ce sont les forces motrices bernoises, c'est un des grands groupes d'approvisionnement, enfin fournisseurs d'énergie en Suisse. Et puis notamment, on a fait des projets avec eux de smart grid qui n'ont pas vraiment abouti. Je pense que vous avez aussi ces expériences où on développe tous des algorithmes, on pose quelques machines, mais on n'arrive pas forcément à faire tourner le système comme on voudrait. Toujours est-il que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils avaient déjà aujourd'hui en télécommande, si on regardait les chauffe-eau, certaines pompes à chaleur et autres machines, 600 MW de puissance. Alors là, on parle de 1,8 gigawatts, parce que c'est 900 MW de puissance pour le pompage, 900 MW de puissance pour le turbinage. Mais n'empêche qu'avec des télécommandes déjà installées chez un fournisseur d'énergie, on peut se retrouver avec une puissance de l'ordre de 600 MW en télécommande. Pour le moment, c'est une télécommande avec des horloges chez les gens où ils coupent à midi pour essayer de réduire un peu ce pic de consommation que vous voyez ici. Toujours est-il que ça nous montre que le fait de travailler sur la thématique du smart grid dans les villes avec des consommateurs interruptibles, ce n'est pas non plus uniquement des cacahuètes. Et que sans doute que demain, on aura besoin d'implémenter sur le terrain ce genre de technologie, c'est-à-dire d'ajouter sur la couche énergie une couche information pour essayer d'augmenter le dialogue entre fournisseurs d'énergie et consommateurs d'énergie, de manière à essayer de dire aux gens, et ça c'est un petit peu les rêves des gens comme moi, eh bien on fait un appel d'offres, on a besoin dans le quart d'heure suivant de, 300 MW de puissance supplémentaire qui était imprévue, et soit ce sont les gens d'Alpic qui vont me dire, pas de problème, je peux les produire, soit ce sont les FMB qui me disent, pas de problème, je déleste. Et à mon avis, c'est là que ça va devenir assez intéressant et ça sera sans doute un des moyens plutôt complémentaires au stockage, que ce soit centralisé ou décentralisé, de pouvoir maintenir nos réseaux. Autre élément extrêmement important du point de vue des collectivités locales et puis du point de vue de la recherche, c'est bien sûr le chauffage à distance. Ça, vous le connaissez, je sais que vous en avez plusieurs ici sur Strasbourg, nous on en a aussi passablement en Suisse. Mais là, j'ai envie de dire qu'on doit connaître quasi la même révolution dans le domaine du chauffage à distance que dans le domaine des réseaux d'électricité. C'est-à-dire que pour moi, encore plus en tant que thermodynamicien, vous imaginez bien que c'est quasi mon dada, eh bien, les réseaux de chaleur à distance doivent devenir intelligents. C'est-à-dire qu'on doit essayer de faire des réseaux de chaleur à distance qui sont aussi bas que possible en température. Là, on est avec un projet à Zurich où l'eau, le caloporteur sera entre 8 et 20 degrés, dans lequel on va pouvoir injecter différents rejets thermiques. On a des data centers, de grosses banques, je ne sais plus ce qu'il y a en fait, de la ville de Zurich ou ce genre de choses. On a aussi en fait la possibilité de stocker cette chaleur en été grâce aux panneaux solaires dans le sol avec des pieux géothermiques. En hiver, d'aller reprendre cette chaleur qu'on a stockée dans le sol en faisant remonter en température ce réseau et de fournir de la chaleur avec des pompes à chaleur. On est en face de réseaux qui vont devenir extrêmement complexes à gérer, qui vont devenir assez complexes à designer. On a de gros projets de recherche là-dessus, mais qui, à mon sens, vont être l'équivalent de beaucoup plus d'efficacité énergétique dans nos villes. Parce qu'on va être capable de valoriser des rejets thermiques en masse. Et le problème aujourd'hui, on a fait pas mal de travaux là-dessus pour des collectivités publiques en Suisse, c'est que tous ces rejets thermiques qu'on connaît des entreprises sont à très basse température. Et que sans avoir ce type de réseau qui nous permet de transporter l'énergie basse température, ça sera extrêmement difficile à valoriser. Petite parenthèse encore, pour toutes les expériences qu'on a eu fait avec des industriels, sitôt qu'on essaie de monter un projet en disant à un industriel on va prendre vos rejets thermiques pour alimenter un réseau de chauffage à distance, on n'aboutit quasi jamais. Parce que le but ou le business d'un industriel, c'est pas de faire du chauffage à distance. C'est de produire quelque chose, c'est de faire des calculs, c'est de brûler des déchets, c'est je sais pas quoi. Et à mon sens, le moment à partir duquel on va réussir à faire germer ce type de réseau et à exploiter des rejets industriels, c'est quand ça sera des sociétés locales du type en fait de la société du gaz ou d'un service industriel ou autre, qui va construire ce genre de réseau basse température, qui va assurer la qualité, c'est-à-dire de mettre des chaudières en backup quand on n'a pas de rejet, puis qu'on sera capable de dire ensuite à ces industriels, quand vous avez des rejets, on vous les achète à tel prix, vous n'avez pas besoin de modifier votre programme de production. Il y a tout un système de garantie de qualité et de sécurité d'approvisionnement à mettre en place là autour, extrêmement important pour développer ces réseaux. Puis enfin, j'aime bien redire les 3 piliers. Diminution des consommations, essayer de produire de l'énergie partout là où c'est possible, gérer au mieux la non-simultanéité entre offre et demande. Et puis là, alors nous, on a fait toute une série de projets avec des collectivités où on regarde ce qu'il faut faire du point de vue technique, thermodynamique, électrique et tout ça. Dernier élément, personne. Choix et comportement. Comment est-ce qu'on va faire pour que ces beaux projets qu'on a réussi à conceptualiser entre nous, à élaborer, eh bien, ils se passent sur le terrain? Et là, ça se complique parce que typiquement, dans le cadre d'une convention telle que la Convention des maires, les élus s'engagent à l'échelle du territoire, c'est-à-dire en incluant bien sûr tous les acteurs locaux.
Donc vous, c'est une démarche que vous connaissez assez bien au travers des plans climat-énergie territoriaux qui visent donc à créer des groupes d'acteurs. J'ai eu l'occasion de participer à quelques-uns. Chez nous, c'est quelque chose qu'on traite encore extrêmement mal et bien souvent, on oublie les acteurs qui vont avoir un rôle à jouer et ça va rendre le tout beaucoup plus complexe. Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour pouvoir influencer sur ces choix et comportements ? Il y a pas mal de gens qui vous diront avec du comportement, on peut changer, on peut économiser 10% d'énergie. Moi, je vous dis, c'est tout faux. Avec du comportement, on peut économiser 80% d'énergie. Et vous savez pourquoi ? Parce que l'important, c'est pas seulement d'éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce. L'important, c'est de construire bien quand vous décidez de construire. C'est d'acheter une voiture qui est plus efficace quand vous décidez d'acheter une voiture. C'est de décider de changer votre frigo. Dans le comportement, il y a aussi le choix. Peut-être pas de votre mode de vie, mais de tous les équipements que vous allez acheter. Et ces choix-là, ils ont une influence majeure. Parce que vous pouvez décider d'acheter une voiture qui consomme du 30 litres 100 ou une voiture qui consomme du 3 litres 100. Je fais un peu dans l'excès, je sais bien, mais c'est pour vous donner l'ambiance là derrière. Donc rappelez-vous-en, le choix et comportement est extrêmement important pour toute la suite de ce qui va se passer, parce qu'il va falloir convaincre les gens de prendre des bonnes décisions. Donc il faut agir, c'est clair, dans le domaine du comportement, mais aussi dans le domaine du comportement d'achat et autres. Et pour ça, eh bien, on a plusieurs possibilités, bien sûr. On a plus d'informations vers les utilisateurs, tout ce qui se passe avec ces smart meters. Donc nous, on a quelques expériences assez douloureuses, mais enfin, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez, où on essaye de déployer ces smart meters, de redonner de l'information aux utilisateurs et autres, de voir ce qu'ils en font. On a aussi tout ce qui est politique et réglementation. Et là-dessus, bien sûr, il y a un sacré boulot de la part des autorités locales. Je vous donne un exemple, mais qui est extrêmement intéressant. Dans la commune où j'habite, donc la commune de Monté, qui est dans le Bas-Valais, les pouvoirs publics locaux ont pu faire passer, donc autorités exécutives et puis législatives, une obligation de raccordement au chauffage à distance pour tous les preneurs de plus de 10 kW. C'est-à-dire que grâce à une loi sur l'énergie cantonale assez ouverte, eh bien, les collectivités locales peuvent dire on fait un réseau de chauffage à distance, on l'alimente en énergie renouvelable, et pour garantir qu'on pourra atteindre un bon retour sur investissement, on oblige tous les bâtiments qui sont dans la zone desservie à se connecter à ce chauffage à distance. Donc politiquement, ça n'a pas été une décision super facile. Si vous avez des questions, il y a mon ami Marielle qui était dans le législatif à ce moment-là. Mais enfin, ça vous donne quand même une arme assez spectaculaire pour aller vers plus d'efficacité énergétique quand on peut mettre en œuvre ce type de règlement à l'échelle d'un territoire. Alors maintenant, l'énergie, une affaire territoriale, et là je pense c'est un peu le centre du débat. Mais enfin, vous voyez bien que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était vraiment pour s'orienter autour de cette thématique. Et puis là, eh bien, il y a quelques éléments qui sont extrêmement importants à rappeler quand on parle de planification énergétique. Premièrement, eh bien, l'aménagement du territoire lui-même, le choix des standards de construction, RT 2012 par exemple en France, chez nous on a toute une série de labels aussi, vous avez Effinergie, le choix d'utilisation des ressources, et là aussi c'est quelque chose qu'on a largement oublié pendant des décennies, le choix d'utilisation des ressources, des systèmes de conversion aussi, eh bien, ont un très grand impact et à long terme sur les consommations d'énergie et les émissions de CO2. Et un premier élément qui me semble important de vous dire, c'est quelque chose qu'on ne se répète jamais suffisamment, notamment aux urbanistes. Chaque décision qui est prise en termes d'aménagement du territoire ou en termes d'infrastructure pour faire de la conversion d'énergie ou du transport d'énergie, elle a un impact sur quasi 50-70 ans. On ne construit pas des quartiers pour les démolir dans 10 ans, on ne construit pas des réseaux pour les démolir ou ne plus être capable de les rentabiliser dans 5 ans. Les décisions qui sont prises dans le domaine de la planification énergétique quant aux infrastructures, à l'aménagement du territoire, ont une portée qui est extrêmement longue et sans doute qu'elles nécessitent encore plus de réflexion au préalable pour être sûr de prendre les bonnes décisions. Donc maintenant, vis-à-vis de ça, eh bien, qu'est-ce qu'on entend par planification énergétique territoriale ? On connaît pas mal de définitions dans les littératures. Moi, j'en ai proposé une. Je ne sais plus dans quelle publication, mais je la trouve pas trop mal, donc je vous la présente, on peut en débattre. Pour moi, c'est vraiment le moyen de traduire en mesures concrètes des objectifs énergie-climat qui ont été fixés par les collectivités locales. Et ça, à mon sens, c'est assez important dans le sens où, dans les premières années où je faisais des travaux de recherche là-dedans, on travaillait beaucoup avec ce qu'on appelle des analyses input-output. C'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les consommations, en output, qu'est-ce que prend la ville, puis en input, qu'est-ce qui rentre ? Tant de chauffage à mazout, tant de gaz, tant de charbon, je ne sais pas quoi. Puis là, on se disait, on veut changer le système, et pour changer ce système, il faut diminuer le chauffage à mazout et mettre des pompes à chaleur. Sauf que, quand on allait sur le terrain, on ne savait pas où les mettre. Parce qu'il n'y avait pas forcément la surface pour faire des forages, il n'y avait pas forcément la disponibilité de ressources, et c'était vraiment des analyses qui donnaient une bonne direction, mais qui manquaient un peu de substance en termes de faisabilité, parce qu'on n'était pas suffisamment proche du terrain, du territoire, pour être sûr que les solutions qu'on proposait étaient dans le domaine du faisable. Et là, eh bien, pour pouvoir s'assurer qu'on est dans ce faisable, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on doit commencer par collecter
toute une série de données, et ça je pense que c'est un des travaux massifs qu'on doit faire au début de ce genre de projet, qui sont liés au territoire, et puis on doit tenter de mettre à jour ces données pour être capable de voir comment évolue un territoire. On doit aussi regarder qu'est-ce qui se passe du point de vue des systèmes technologiques sur ce territoire, donc tant pour la demande, c'est-à-dire les bâtiments consommateurs, pour les différentes affectations, utilisations, leur époque de construction et autres, que les systèmes d'approvisionnement. Est-ce que j'alimente tout par du gaz? Est-ce que j'alimente tout ça par du chauffage à distance renouvelable? On doit prendre en compte tout ce qui est cadre et outils réglementaires, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous voulez déployer un chauffage à distance, c'est beaucoup plus intéressant si vous avez l'assurance que vous aurez des clients. Et puis enfin, il faut aussi faire une analyse économique basée sur le cycle de vie des installations. C'est un élément sur lequel notre centre a fait peu de travail, mais je sais bien que c'est le nerf de la guerre et c'est un élément qu'on a attaqué puis sur lequel on veut avancer. Je dirais qu'il y a une notion qui est extrêmement importante. Si on parle de planification énergétique, voire d'énergie au sens large aujourd'hui, on ne peut plus comparer des investissements. C'est devenu parfaitement impossible dans le sens où toutes les nouvelles technologies qu'on va utiliser pour avoir des territoires plus durables, ils coûtent beaucoup plus cher à l'installation et ils coûtent beaucoup moins cher à l'exploitation. Donc si on veut comparer des technologies, des solutions, on doit faire une analyse économique qui est basée sur le cycle de vie de l'installation qui nous permet de prendre en compte non pas seulement ce qu'on investit, mais ce qu'on économise sur la durée de vie de l'installation. Alors là, comment est-ce qu'on fait ça? Quel est notre but? Pour nous, c'est vraiment d'être capable de définir à l'échelle d'un territoire, et ce, à destination des autorités locales, que ce soit des services ou des élus, une vision globale qui leur permette de bien connaître quels sont les besoins énergétiques d'un territoire. Donc on va structurer sur un système d'information territoriale toute une série de données quant à la consommation, toutes les données qui concernent les ressources énergétiques d'un territoire, et puis à partir de la superposition de ces différentes couches, qu'on va essayer de structurer de manière aussi précise que possible, déterminer quelles sont les synergies, de manière à faire des recommandations. Ça peut être ensuite soit avec l'élaboration de réglementations, soit avec de l'information à la population, soit avec de la construction d'infrastructures, mais je dirais pour pouvoir exploiter ces synergies entre ressources qu'on a sur un territoire et puis besoins à l'échelle de ce même territoire. Comment est-ce qu'on procède? Je vous donne la méthodologie parce qu'à mon sens, c'est assez intéressant et on peut aussi en discuter après. Donc premièrement, bien sûr, ça c'est à nouveau le petit côté du thermodynamicien qui ne peut jamais commencer un problème sans en définir quelles sont les frontières, puisque nous, on ne sait pas calculer si on n'a pas les frontières d'un système, donc on doit définir sur un territoire quel est le territoire exact qu'on veut évaluer. À partir de là, on va aller collecter toute une série d'informations pour savoir ce qu'il consomme. Et là, je vous ai mis une représentation, j'en ai vraiment beaucoup, donc il faut toujours choisir, où on voit en fait pour différentes zones découpées quelle est la consommation d'énergie. Ça c'est représenté par le code couleur ici qui va du rouge foncé jusqu'au jaune. Et puis on a mis encore dans chacune de ces zones quelques petits indicateurs. Par exemple, est-ce qu'on a atteint la saturation en termes d'utilisation du sol et puis de coefficient d'utilisation du sol? Quelles sont les différentes énergies qui sont utilisées pour alimenter ce territoire en énergie? Enfin, on essaye vraiment de connaître les besoins énergétiques de ce territoire aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer demain si on rénove une partie du parc de bâtiments, si on décide aussi de construire de nouveaux bâtiments sur ce territoire. À partir de là, on va analyser ce que peut produire ce territoire. Donc là, on va passer par différentes ressources renouvelables, je vais en parler. Et puis, on va pouvoir définir des stratégies possibles. Vous avez là une carte typique d'un projet avec la construction d'un nouvel écoquartier à proximité d'un forage géothermique profond qui va être fait de manière pilote dans une commune du canton de Vaud. Enfin, on arrive vraiment, à partir de ces cartes, à identifier ces synergies, puis à essayer d'avancer dans le traitement de cette problématique énergétique urbaine. Puis là, on en arrive sur des projets porteurs, avec typiquement des projets de chauffage à distance, avec des projets d'installation photovoltaïque ou autres. Et là, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure, c'était pour vous donner un peu la puissance de feu qu'on peut avoir d'une fois qu'on a une telle disponibilité de données avec une bonne structuration. Donc maintenant, vis-à-vis du territoire, ce qu'il consomme, comment est-ce qu'on fait ça? Puis quelles sont les informations typiquement qu'on peut obtenir? Donc là, je vous présente des données qui viennent de différents registres qu'on a à disposition en Suisse. Pour information, on est en train de soumettre un projet Interreg France-Suisse avec les communautés de communes de la vallée de Chamonix pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait disposer du même type de données en France pour être capable de faire le même genre d'études. Donc je vous dis déjà que si vous me posez la question, je ne saurais y répondre puisque je ne connais pas bien vos bases de données en termes de local autant qu'au niveau national. Donc là, typiquement, ce que je vous mets en fait, c'est les consommations énergétiques de bâtiments à l'échelle d'un territoire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le cadastre numérique d'une collectivité qui nous donne des empreintes au sol. Et puis ensuite, on va faire une jointure spatiale avec une base de données de notre confédération qui nous donne pour chacun des bâtiments en Suisse d'affectation au moins partielle de logement, le nombre d'étages, l'affectation du bâtiment, l'agent énergétique pour le chauffage, l'agent énergétique pour l'eau chaude, l'époque de construction. Ce qui veut dire que pour chacun de ces bâtiments ensuite, on est capable de dire quelle est la surface chauffée du bâtiment, approximative,
comment ce bâtiment est chauffé aujourd'hui, et puis à partir d'une base de données qu'on a construite d'indices de dépenses d'énergie thermique par époque de construction, eh bien, d'estimer environ la consommation de chacun de ces bâtiments. Alors, on s'entend. Ça ne nous permet absolument pas d'aller voir ce propriétaire et de lui dire « mais vous êtes fou comme vous consommez beaucoup ». On parle d'évaluation statistique à partir de bases de données nationales. Mais ça nous permet de connaître assez en détail le territoire dès qu'on travaille à l'échelle de plusieurs bâtiments. Puisqu'on a les erreurs vers le haut et vers le bas et que d'après les calculs statistiques qu'on a fait, on arrive à évaluer les besoins d'un hectare plus ou moins à 10% près. Et puis ensuite, d'une fois qu'on a toutes ces données, quant aux époques de construction, consommation et autres, on peut sortir toute une série d'indicateurs. On peut sortir typiquement l'indicateur que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est nous qui l'avons produit pour une commune. Donc, de dire, voilà, quand ont été construits les bâtiments principalement dans cette commune. Et c'est assez intéressant. On a fait l'exercice pour la commune de Montreux. Ils ont un parc bâti qui, quasi à 70%, a été construit avant 1920. Donc, avec un patrimoine très, très fort pour cette collectivité qui pose beaucoup de problèmes en termes de rénovation. Et puis ça permet aussi de dire, voilà, vous avez un potentiel de rénovation du bâti qui est énorme. C'est une autre statistique qui est assez intéressante. Ça donne le pourcentage de la consommation d'énergie globale en fonction du nombre de bâtiments, à savoir qu'on a placé au début les bâtiments les plus gros consommateurs. Pour être plus simple, ça veut dire que les 100 bâtiments les plus gros consommateurs des 1100 de la commune évaluée consomment 44% de l'énergie. Et non seulement on peut dire que ces 100 bâtiments consomment 44% de l'énergie, mais on peut vous les montrer sur la carte. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de stratégie, ça permet aussi d'aller un petit peu de l'avant pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, à partir de là, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer quelles sont les densités de consommation d'énergie thermique par hectare. Et ça, typiquement, eh bien, on le fait de manière à pouvoir assez rapidement cibler quelles sont les zones dans une ville où on peut déployer des infrastructures du type du chauffage à distance. Et là où j'avais justement cet exemple de projet concret qui nous a assez passionnés, puis que je voulais dire plus tard, mais du coup, je passerai. Eh bien, typiquement, pour une collectivité, c'était assez génial. C'était un matin, j'étais au bureau. Et puis, on avait fait un projet où on a fait ce genre de calcul de densité de consommation. Et j'ai un des membres de l'exécutif de la ville qui m'appelle puis qui me dit Gaëtan, il faut absolument que pour demain, tu me dises la taille du local de chaudière que je dois faire dans le nouveau cycle parce qu'on doit décider et puis on va mettre des chaudières à bois pour le CAD. Alors, au début, je vous avoue que je me suis dit mais il est complètement fou. Je ne vois pas comment je saurais ça. Et puis, en plus, la taille d'un local, ça paraît absolument démesuré pour faire ça en un jour. Et au final, avec les données qu'on avait à disposition, bien, on s'est mis autour de la table avec mes collègues, on s'est dit, bon, on imagine que là, ils vont déployer principalement dans cette première zone le chauffage à distance, qu'ensuite peut-être ils feront des extensions. Donc, il faudrait imaginer une première chaudière qui permette de pouvoir approvisionner les bâtiments qui sont situés là-dedans. On avait les consommations d'énergie de ces bâtiments, on avait les agents énergétiques pour le chauffage aujourd'hui, donc on décidait par exemple de ne pas substituer les pompes à chaleur ou autres. On a pu assez facilement recalculer les consommations énergétiques annuelles de cette première tranche de CAD qu'on voudrait construire. On a pu assez facilement savoir quelle était la puissance requise. En discutant avec un bureau d'ingénieurs, on savait la taille des installations. On a pu répondre le lendemain à la commune en disant prévoyez un local de cette taille. Je crois que pour finir, ils ne l'ont pas fait. N'empêche, pour nous, l'exercice était excellent parce que ça nous permettait aussi de comprendre la richesse de ces données. Ensuite, eh bien sûr, on l'a dit, il faut aussi voir qu'est-ce que va consommer ce territoire dans le futur. Et là, eh bien, on utilise différents modèles pour savoir ce qui va se passer aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de prendre comme donnée de base le plan d'aménagement de zone, donc quelles sont les différentes zones de la ville pour quelle affectation, le plan de densification, qui est un plan qui qu'ont aussi la plupart des communes. On croise ces deux éléments, on regarde quelles sont les prévisions démographiques de la commune, et puis ensuite on va dire qu'on imagine qu'il y a tant de pourcentage d'augmentation dans chacune des zones qu'on a découpées pour les futures années. Donc c'est vraiment un travail collaboratif avec les services de l'urbanisme des villes pour qu'on puisse se prononcer sur comment va évoluer ce territoire. Ça, c'est pour la commune de Bagnes, donc où il y a la fameuse station de Verbier, en Suisse. Puis ensuite, eh bien, on regarde tout ce que ce territoire peut produire, donc avec différentes ressources, notamment le solaire, des sources froides pour des pompes à chaleur, donc ça peut être de la nappe phréatique, des sondes géothermiques ou autres, de la biomasse, des rejets thermiques, de l'éolien, de la mini-hydraulique, des eaux du lac pour faire des réseaux de rafraîchissement et autres. Mais le but, c'est d'avoir une démarche très structurée qui nous permet d'aller voir pour chaque commune quelle est la disponibilité de ces différentes ressources. Et alors là, il existe aussi une panoplie d'outils déjà aujourd'hui. Je vous en montre quelques-uns, ça c'est exclusivement pour le solaire. Donc là, on voit par exemple une carte de la Suisse qui nous est donnée par Météo Suisse avec tous les points d'ensoleillement, des cartes qui ont été faites par des communes qui donnent des zones d'utilisation favorables, enfin différentes données, des cadastres solaires qui existent de plus en plus en Suisse où en fait on va vraiment faire des traitements géométriques 3D de tous les bâtiments d'une ville, cibler quels sont les toits qui sont les plus intéressants, puis ensuite prendre des décisions sur cette base.
On a aussi bien sûr des modèles qui tournent pour l'énergie éolienne, à partir de laquelle on peut donc avoir des zones de vent pour différents territoires, puisqu'il y a des grosses bases de données pour le vent à 50 mètres. On couple ça avec des modèles réglementaires qui nous permettent de dire on doit être à tant de mètres des habitations, ce qui veut dire que l'éolienne peut être que dans ce périmètre-là, on doit être à tant de mètres entre deux éoliennes. Enfin, on essaye de passer des petits modèles de calcul pour tout ce qu'on a comme outils réglementaires pour savoir où on peut poser les machines. On intègre ces études dans des stratégies régionales. Bien sûr, une commune ne peut pas, en tout cas en Valais, décider de construire tout à coup 3 éoliennes de 5 MW comme ça. Donc ça passe aussi par le canton. On a aussi fait d'autres études assez intéressantes où on essayait de voir quel était le couplage entre les infrastructures de remontée mécanique existantes et puis les différents vents pour essayer de poser des petites éoliennes en test par une entreprise, une start-up suisse, sur ces machines pour produire de l'électricité. Donc on voit quand même qu'avec ce traitement de données lié au territoire, c'est assez impressionnant le nombre de conclusions qu'on peut tirer vis-à-vis de l'exploitation de ressources. On a bien sûr tout un travail qui se fait autour de la ressource biomasse, bois de forêt, etc. Et là, on est sur un projet avec la France, dans le cadre duquel on va faire voler des avions avec des lasers pour récolter des données LIDAR assez précises sur de la forêt, pour essayer de mieux connaître la forêt, pouvoir savoir ce qu'on peut en retirer comme ressources, bois de construction, bois énergie et autres. On a aussi, bien sûr, tout ce qui concerne les pompes à chaleur. Ça, c'est une carte qui vous donne, pour la ville de Sion, les zones dans lesquelles on a de la nappe phréatique exploitable pour des pompes à chaleur, les zones dans lesquelles on a en fait la possibilité de faire des forages géothermiques pour des pompes à chaleur, qu'on couple avec une carte de surface libre. Parce que pour pouvoir forer, il faut pouvoir forer quelque part. Donc on est aussi capable de dire, si on veut faire un champ de sondes géothermiques pour chauffer un quartier, est-ce qu'on a la place de poser ces sondes ? Et puis enfin, d'une fois qu'on a toutes ces données, je ne l'ai pas passé trop en détail, mais pour moi, je voulais plus vous donner l'idée, puis ensuite on pourra discuter des différents modèles. C'est vraiment d'aller chercher à avoir des recommandations à partir des synergies qu'on aura trouvées entre ces besoins et ces ressources. Et ça, c'est principalement pour de l'exploitation de ressources locales, du déploiement d'infrastructures énergétiques, donc de réseaux énergétiques, et puis de l'utilisation de rejets thermiques. Alors, quelques projets porteurs, je vous ai donné juste quelques exemples. Ça, c'est le projet donc, de la commune Montezanne où j'habite, où effectivement, on a une usine d'incinération des ordures qui se situe par là, et puis où les législatifs de la commune de Monté a décidé que dans toute cette zone verte, tous les bâtiments sont obligés de se connecter à ce chauffage à distance en construction qui utilise des rejets thermiques de l'usine d'incinération. Un autre projet, c'est celui dont je vous ai parlé pour la commune de Gland, avec un nouveau quartier qui utiliserait de l'énergie géothermique à proximité. Et puis ça, en fait, c'est une carte qui vous donne exactement le fameux projet de Fuy dont je vous ai parlé, où on a pu dimensionner un local de chauffage, puis la dimension de silo à partir de ces données. Ces quelques exemples, on en a des tonnes. Je vous en montrerai encore un à l'échelle d'une ville, mais je pense qu'on pourrait passer une journée à en discuter. Quelques éléments théoriques, mais qui sont extrêmement importants si vous vous lancez dans ces démarches. Cette planification énergétique territoriale, elle a un gros avantage, auquel il faut penser au moment où vous démarrez. C'est toujours les mêmes données. C'est juste la granularité et la précision qui changent. Que vous travaillez à l'échelle d'une région complète, ça c'est un projet qui a été fait par le canton de Genève en Suisse. Que vous travaillez à l'échelle d'une collectivité publique, donc une commune, là c'est la commune de Gland qui doit faire une vingtaine de milliers d'habitants, ou à l'échelle d'un quartier, où nous on a beaucoup bossé aussi dans le développement de plateformes à l'échelle d'un quartier, c'est toujours les mêmes données. Vous voulez savoir ce que vos bâtiments consomment, comment est-ce qu'ils sont conçus, comment est-ce que vous pouvez économiser, et puis quelles sont les ressources à disposition autour de ces bâtiments qu'on va pouvoir utiliser pour les approvisionner en énergie. Mais ça vaut la peine d'y penser dès qu'on y travaille, parce que ça veut dire que dès le départ, on va essayer de structurer toutes ces données de manière à pouvoir les utiliser aux différentes échelles. Parce que si on n'y pense pas, ce qui nous est bien sûr arrivé, puisque quand on est les premiers, on se casse assez souvent les dents, on doit passablement refaire de travail par la suite. Ça, c'est en fait un plan directeur qu'on a fait pour la commune de Sion. Donc, comme vous le voyez, j'ai dû retirer tous les chiffres, parce que c'est des chiffres qui seront sans doute publics, mais pour le moment, le législatif de la ville ne les a encore même pas vus. Donc, vous les avez vraiment en primeur, en fait, ça a été présenté à la commission énergie de la ville. Puis, le travail qui a été fait, c'était de se dire, pour la totalité de la ville de Sion, quelles sont les différentes consommations d'énergie aujourd'hui, l'approvisionnement énergétique, puis qu'est-ce qu'on va faire demain si on veut atteindre la société à 2000 watts d'ici 2050. Si on veut diviser par 3 nos consommations d'énergie d'ici 2050. Ce qui est absolument gigantesque. Et là, avec, je dirais, un peu de chance en termes de disponibilité de ressources, on constate qu'on y arrive, que c'est pas sans peine, qu'il y a des décisions politiques à prendre qui sont gigantesques, qu'il y a des investissements à faire qui sont énormes. Mais enfin, pour pouvoir travailler ensemble avec la ville sur ce projet-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé cette ville
ce territoire en différentes zones énergétiques qui avaient des particularités en termes d'affectation, donc d'urbanisme, qui avaient des particularités en termes de ressources énergétiques et autres. Et puis on a regardé qu'est-ce que consommait chacune de ces zones aujourd'hui, qu'est-ce que cette zone devrait consommer demain en fonction donc, du développement du patrimoine bâti et en fonction de la rénovation, et quelles étaient dans cette zone les ressources énergétiques exploitables. Et là, on constatait qu'on avait certaines zones où, du style, typiquement ici, on avait plus d'énergie renouvelable que ce dont on a besoin pour faire le chauffage de tous les bâtiments. Puis, typiquement, dans les zones centre-ville telles que celle-ci, eh bien là, on avait besoin d'importer beaucoup d'énergie. Et du coup, on en arrive typiquement à une stratégie où on va déployer aussi un réseau de chauffage à distance d'une usine d'incinération qui est par là pour alimenter, je dirais, quasi 50% de la ville au détriment du réseau de gaz naturel qui existe aujourd'hui. Et la ville est extrêmement partante. Donc ça, c'est un élément, je pense, qui va se passer. Autre élément, mais qui est intéressant pour vous, ici, ils sont en train de tout rénover une portion de leur ville qu'ils ont appelée la ville du 21e siècle. Et la solution énergétique retenue, eh bien, c'est de faire poser une crépine au fond du fleuve, ici, le Rhône, de faire un pompage d'eau du Rhône de manière à pouvoir offrir du rafraîchissement pour tous les nouveaux bâtiments qui seront construits basés sur l'eau du Rhône. Et aussi d'avoir comme source froide pour une pompe à chaleur l'eau du Rhône pour faire le chauffage de ce quartier. Donc, c'est des projets qu'on connaît. Je ne sais pas si vous en avez en France. Je crois que vous en avez en tout cas à Marseille. Nous, on en a réalisé à Genève un dans le cadre de Genève-Lac-Nation. On en a un autre qui est en cours à Genève avec Genève-Lac-Urbain. Enfin, il y a toute une série de projets comme ça d'exploitation d'eau de surface qui se fait pour du rafraîchissement et pour du chauffage. On a fait, là, vous voyez en fait quel était au départ l'approvisionnement en énergie thermique pour les différentes zones de cette ville, pour la totalité de la ville. Et puis, qu'est-ce que ça sera en 2050 ? Il y a une petite tricherie dans ce graphe, et je le dis toujours, par acquis de conscience, on n'a pas comptabilisé l'énergie qu'on a pris à l'environnement. C'est-à-dire que quand vous avez une pompe à chaleur, vous prenez une certaine quantité d'électricité pour élever la chaleur en température. On a comptabilisé que l'électricité et non pas la chaleur qu'on a pris dans la nappe phréatique, dans l'environnement ou dans le sol. Ce qui veut dire que la demande énergétique est un peu plus haute que ça. Puis enfin, on a fait pareil pour l'électricité, à savoir comment est-ce qu'on allait faire en déployant notamment beaucoup de solaire photovoltaïque pour améliorer notre approvisionnement en électricité de la région de Sion. Donc voilà maintenant quelques éléments vis-à-vis de Smart Cities. C'est avant tout un programme de l'Union européenne. C'est sorti par l'intermédiaire du Seventh Framework Programme de l'Union européenne. Donc c'est le programme cadre de recherche. Et il y a toute une série de calls qui sont sortis à ce sujet, où le but, c'est de pouvoir payer des projets de recherche en partenariat avec des collectivités locales, de manière à améliorer l'efficacité énergétique et déployer à large échelle les énergies renouvelables dans les villes. Et ça, dans quel domaine ? Dans le domaine des bâtiments, des réseaux multi-énergie et de la mobilité, et surtout, et c'est là que ça devient assez intéressant à mon sens, très très largement basé sur les technologies de l'information et de la communication, de manière à être capable de mieux planifier nos villes, de manière à être capable de mieux comprendre aussi comment fonctionnent nos villes suite à différentes actions, et puis de manière à mieux exploiter nos différentes villes. Et là-dedans, donc, il y a toute une série d'activités qui sont déployées. Moi, je dirais que les grandes leçons qu'on a eues en préparant ce projet puis en y travaillant, c'est que l'intérêt d'une telle démarche, c'est de faire participer différents acteurs avec des métiers différents et de les faire communiquer de manière vraiment facilitée grâce à l'accès à des mêmes données. Donc le projet que nous on a soumis puis qui n'a pas passé, c'était de dire qu'on allait dans différents quartiers de Lausanne, Milton Keynes en Grande-Bretagne et puis Tallinn en Estonie, prendre des quartiers de l'ordre de 1000-1500 logements, les suréquiper en smart metering, les suréquiper en technologie de production, de stockage et autres, et puis récolter une quantité de données gigantesque de manière à redonner ces données aux utilities, donc aux services industriels, qui, eux, pouvaient voir comment fonctionnait leur réseau, qui pouvaient tester des algorithmes d'optimisation, d'exploitation des réseaux, qui pouvaient tester des technologies et autres, de manière à redonner ces mêmes données à la société civile, c'est-à-dire aux personnes qui étaient logées dans ce quartier, que ce soit des citoyens qui ont un compteur d'électricité pour les différents services multimédia, chauffage et autres, que ce soit des entreprises qui sont dans le quartier, du commerce, du tertiaire et autres, mais de vraiment leur donner accès à ces mêmes données, qui comprennent quelles sont leurs consommations et d'énergie, et enfin, de redonner exactement ces mêmes données aux autorités locales, c'est-à-dire qu'eux puissent faire de la planification stratégique de par le service de l'urbanisme. Là, on a des cartes typiquement qu'on a fait pour des conseils d'État, donc à l'échelle de canton, c'est l'équivalent de région chez vous sur des rejets thermiques ou autres, mais pour faciliter la prise de décision. Et là, on a développé toute une série d'outils. Donc, on n'a vraiment plus le temps de vous en parler, mais c'est des plateformes web qu'on a développées pour mieux comprendre des territoires et puis pour faire des scénarios d'optimisation de ces territoires. On a développé aussi des outils de mobilisation des personnes à agir, où là, on a fait le vœu pieux que les gens, à la place de regarder la télé le soir, viennent un peu sur notre plateforme. Ok, je vous l'accorde, c'est vraiment pas évident. Puis du coup, on est en train de passablement revoir notre processus de mobilisation des personnes. Mais enfin, c'est pour dire que toute une série de choses existent là autour. Et puis, ce projet sur lequel ce qu'on voulait faire, c'était donc collecter ces données
Et puis les mettre à disposition de tout le monde a été retoqué pour la raison suivante, c'est que c'était un programme ICT et ils nous ont dit qu'en fait le premier thème de recherche de ces programmes c'était interopérabilité et surtout propriété et puis privacy, enfin confidentialité des données. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte après en donnant des cours en école d'ingénieur puis en montrant parce que vous imaginez bien qu'à faire ces projets j'en ai pas mal de ces données. Le nombre de choses que vous pouvez savoir sur ce que font les gens chez eux si vous avez ces données, c'est absolument hallucinant. Et c'est vrai que nous, en tant qu'énergéticiens, quand on a soumis le projet, on a tout misé sur l'optimisation énergétique, pas tellement sur ces aspects-là. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on avait été extrêmement léger et que si j'avais été l'auditeur du projet, j'aurais pas laissé passer non plus. Parce que certaines de ces données, si on les fait passer à suivant qui, ça peut créer toute une série de problèmes. Donc là, je pense qu'on a aussi des efforts à faire. Donc voilà, en guise de conclusion, je vous livre un petit texte que j'ai publié récemment dans un petit recueil d'articles de l'Université de Lausanne. C'est aussi pour vous donner un peu du baume au cœur et puis pour pouvoir débattre. Alors par contre, je vais le lire. C'est un truc que j'aime pas du tout faire. J'espère que vous me l'excuserez, mais je ne l'ai pas appris par cœur. Aujourd'hui déjà, nombreuses sont les autorités locales exemplaires qui ont décidé de prendre ce virage pour une meilleure qualité de vie, pour un développement durable, pour promouvoir une économie locale basée sur l'innovation. Imaginez une ville qui décide de contraindre et de subventionner la rénovation de 80% de ses bâtiments durant les 40 prochaines années. Imaginez cette même ville qui s'engage à exploiter toutes les richesses énergétiques présentes sur son territoire d'ici 2050. Imaginez enfin que cette ville mette en œuvre sur le terrain cet Internet de l'énergie, élément nécessaire pour garantir le fonctionnement efficient du système. Quels seraient les risques ? Que son économie locale renaisse de par les besoins en technologie, compétences, construction et investissements y relatifs ? Que le prix de l'énergie augmente à peu près partout, sauf pour les collectivités qui bénéficieront d'un taux d'indépendance suffisant, que les citoyens ressentent cette révolution énergétique et informatique, cette meilleure qualité de vie issue d'une politique plus durable. Rappelez-vous-en, la chance sourit aux audacieux. Je vous remercie beaucoup de votre attention.